Nous rejoignez à l'instant le face-à-face Éric Zemmour, Céline Pina. Alors vous êtes une femme politique, bonsoir, ancienne Bonsoir. du PS. Vous avez eu plusieurs mandats électifs. Vous avez créé le mouvement Vivre, avec le R entre parenthèses, Vivre la République. Vous avez écrit Silence coupable aux éditions Kéro. Vous critiquez le déni de la classe politique face à la progression du salafisme notamment. Et ce soir, donc, nous avons deux visions totalement opposées. La France, c'est la République pour vous, Céline Pina. Et pour vous, Éric Zemmour, la République, c'est d'abord la France. En tout cas, avant de s'arrêter sur vos visions opposées, on va s'arrêter d'abord sur le mouvement qui commence déjà dès ce soir, le mouvement des retraites, la mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que, pour vous, c'est une mobilisation catégorielle ou populaire ? Je pense que c'est une mobilisation populaire. Je crois que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est une rupture d'un pacte qu'on n'avait pas... mais de pacte qu'on a passé entre la prospérité qui était liée à la forme capitalistique de l'économie et la forme démocrate du monde. Ce pacte de prospérité entre la démocratie et le capitalisme est en train d'échouer. Et on a aujourd'hui des gens qui pensent très clairement que la retraite, ce n'est que le début du détricotage de toute leur protection sociale et qui pensent qu'en fait cette protection sociale, qui est la traduction dans la réalité des promesses de la République, de cette promesse qui dit « nous sommes tous liés et nous sommes tous solidaires », ces gens ont peur que cette promesse-là soit en train d'être tuée dans l'œuf et qu'on s'avance vers une autre forme sociale et qu'en fait ces garanties-là ne soient pas tenues. Donc effectivement, ceux qui font grève sont accusés de faire grève pour leur catégorie. Je pense qu'ils portent une peur qui est beaucoup plus générale et qui est celle de la société face à l'abaissement de ses protections. Éric Zemmour. Écoutez, je suis pas fondamentalement opposé à ça. Je mettrai des nuances, c'est-à-dire que c'est toujours les deux. C'est-à-dire c'est toujours un mouvement catégoriel et un mouvement populaire. Il n'y a aucune raison. Les gens défendent leur catégorie. En même temps, ils font partie du peuple. Là où je suis plutôt d'accord, je vois bien l'anxiété derrière, c'est-à-dire est-ce qu'on est en train de tuer notre modèle social, etc. Je pense qu'on en est loin en vérité, hein, il ne faut pas non plus fantasmer. On reste un des pays où il y a le plus de redistribution sociale, où les dépenses sociales, je crois qu'on est les champions du monde des dépenses sociales, c'est colossal. Moi je dirais plutôt, en fait, il y a contradiction entre, si vous voulez, notre modèle social, et la mondialisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit que tout est libre, sans frontières, les mouvements de capitaux, les mouvements de marchandises et les mouvements d'hommes, eh ben, on ne peut plus tenir notre régime social. Notre régime social impose, je vais dire un mot horrible, la préférence nationale. Voilà. Si vous voulez, il faut des frontières, il faut un cadre national pour pouvoir redistribuer. Si on met tout le monde dans l'eau et si les capitaux peuvent se balader librement, les hommes, etc., notre modèle social n'est plus tenable. Je pense que d'ailleurs, le problème des retraites, c'est un peu marginal par rapport à ça. Mais globalement, c'est ça. Et la retraite, je pense plus globalement qu'on a un problème démographique. C'est-à-dire que notre système de répartition repose sur un nombre d'actifs plus important que le nombre de retraités et que vous savez très bien, comme vous et comme moi, que ce ratio devient de plus en plus réduit. Et ça, on a un problème de fond qui ne sera pas réglé d'ailleurs par cette réforme. C'est ça le problème de Macron. C'est vous savez, c'est la fameuse histoire de Marchais. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Macron, c'est un peu ça. Il y a des vrais problèmes, mais il a une autre réponse. Bon, ben voilà. Non, mais cette question, elle demanderait à ce qu'on puisse poser sur la table des choses qui sont pas forcément faciles à appréhender pour un gouvernement, qui sont par exemple de revenir sur cette question. La retraite à 65 ans, c'était ce qu'on avait avant. Donc on est revenu à une retraite à 60 ans ça, au même moment où... Oui, c'est vous. C'est le Parti socialiste, voilà. Effectivement, au même moment où en fait les données économiques se renversaient complètement et ne permettaient pas d'assumer cette promesse. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à revenir au réel. Mais cette difficulté à revenir au réel, j'allais dire, tous les gouvernements l'ont eu, pour le coup, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. Il y a une forme de négation du réel. Et quand je vous parlais en fait de l'inquiétude des gens, eux, le réel, ils se le prennent dans la face en permanence. Tout à fait. Moi, mais ça va être le sens de notre discussion. Oui. Et d'ailleurs, ce que je veux dire dans cette peur des protections sociales qui disparaissent, vous avez l'hôpital qui est par exemple vraiment... C'est le même sujet. C'est le même sujet. Pour vous, c'est quoi le peuple ?
Pour moi, c'est une idée. C'est bien que ça a commencé par vous, cette question. Non, Vous avez toujours la réponse. Non? Pas facile. non, c'est pas facile. Mais le peuple, c'est déjà. Pour commencer, c'est déjà une idée et une idée dans laquelle on se reconnaît. C'est très compliqué parce que si je dois parler du peuple français aujourd'hui, je vais devoir parler aussi un petit peu de moi. Pour moi, le peuple, c'est un imaginaire. Cet imaginaire, il peut créer des rassemblements, une sorte de force active qui va permettre justement d'aligner des personnes et de les faire se battre pour une cause ou pour une autre. Et souvent, ils le font parce qu'ils partagent un imaginaire commun. Et l'imaginaire commun, c'est déjà de se dire on appartient au même territoire, on appartient au même mode de pensée, on partage les mêmes représentations. C'est ce qui fait un peuple. Et c'est pour ça que nous sommes la France, nous sommes un peuple très politique, parce qu'on ne se vit que dans cet imaginaire et on a abandonné toute logique ethnique. C'était un choix, on est allé vers le droit du sol, on a conçu notre nation d'une manière très particulière et aujourd'hui, on a un petit peu de difficulté à rassembler tout ça parce qu'on est en face d'un sécessionnisme, donc de gens qui veulent une autre forme de société, un autre monde, et qu'on ne sait pas vraiment les combattre parce qu'on n'a pas tellement l'habitude de cela depuis au moins une cinquantaine d'années. Éric Zemmour. Alors, j'allais être d'accord, et puis vous avez dit des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. J'allais vous taquiner en vous disant que vous vous éloignez du discours de gauche traditionnel, parce que le discours de gauche traditionnel, c'est qu'est-ce qu'un peuple? C'est-à-dire les classes populaires, c'est-à-dire les pauvres, les déshérités, voilà, depuis Robespierre jusqu'à Jaurès, Léon Blum, etc. Et non, vous avez donné la réponse que, entre guillemets, je qualifierais de droite. C'est-à-dire, en gros, le peuple, c'est la nation. C'est-à-dire le peuple qui forme la nation. Donc c'était amusant. Mais c'est parce qu'il y a la nation qu'on a une attention très particulière. Et je suis bien d'accord. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les monarques avaient aussi une attention au peuple. C'est pas seulement la République. Et deuxièmement, quand vous avez dit on va vers une nation qui n'est pas ethnique, et c'est pour ça qu'on fait le droit du sol. Là, d'après moi, vous vous leurrez. Le droit du sol, d'abord, ça existe sous la monarchie, ça a été supprimé par la Révolution, paradoxalement, et c'est rétabli par la République en 1889, uniquement parce qu'on veut que les immigrés, déjà italiens, fassent l'armée et fassent la guerre contre l'Allemagne. C'est ça le seul sujet. Accessoirement, ils profitaient... On a une volonté d'assimilation des gens qui sont sur le territoire. Mais pour qu'ils fassent la guerre face à l'Allemagne, chère madame, c'est pas dans un but... accessoirement, pour la petite plaisanterie, ils profitaient, à l'époque, le service militaire était de 2 ans, et ils profitaient de l'absence des ouvriers français pour draguer leurs fiancés. Et ça causait des problèmes, de graves problèmes, dans les villages. Mais je ne plaisante pas. Ça, c'est la vie. Donc voilà, exactement. Elle est riche, donc c'est pour vous dire que si vous voulez refaire avec la guerre avec l'Allemagne, moi je veux bien. Mais moi je pense aujourd'hui que le droit du sol est quelque chose de dépassé, et on arrive directement à notre discussion. Je pense que le droit du sol, par exemple, est une des choses à supprimer. Et il faut supprimer le droit du sol, car ça favorise ce que j'appelle l'invasion migratoire. Et que donc c'est un des éléments qu'il faut supprimer parce que ça ne correspond plus à l'époque. Peut-être qu'il vaut mieux aller un petit peu plus loin, puis que je précise vraiment ce que je veux dire. Pour moi, le droit du sol, ça ne veut pas dire vous êtes sur un territoire, vous y appartenez. Il y a cette question de l'imaginaire commun. En fait, quelque part, droit du sol n'était pas le bon terme. J'ai vraiment dans ma tête la phrase de Renan, celle qui dit finalement, être français, c'est quoi? Appartenir à la même nation, c'est quoi? C'est avoir une histoire commune, c'est vouloir partager le moment historique que l'on vit, et c'est porter un projet commun à développer ensemble. Le fameux vivre ensemble. Tout à fait. Qu'il n'emploie pas comme ça, d'ailleurs. Non, il l'emploie comme un verbe et non pas comme un nom commun. C'est d'ailleurs beaucoup mieux la façon dont il l'emploie, parce qu'en fait, c'est une volonté, c'est la mise en exercice de la raison, c'est un effort, surtout, ça n'est pas un donné. Pardonnez-moi, je l'ai relu entièrement, sa fameuse conférence, pour mon livre de l'année dernière, parce que je faisais un chapitre sur ce texte, et c'est surtout qu'il insiste bien que, quand vous dites histoire commune, vous avez tout à fait raison, mais il ajoute, il faut vouloir continuer cette histoire. Pour pouvoir faire peuple, justement, il faut partager un certain nombre de choses. On voit très bien que c'est pas simplement, voilà, que c'est pas simplement le fait à un instant T d'être sur le même territoire qui va permettre cette union-là. Donc cette union, elle est très spirituelle, elle est très intellectuelle d'ailleurs, et c'est celle qui va dire, finalement, être français, c'est être universaliste, même si on est universaliste dans un endroit très précis.
Pour comprendre ce paradoxe, c'est ce qu'expliquait très bien Hannah Arendt. Hannah Arendt, elle dit, on a créé les droits de l'homme en imaginant qu'un jour l'homme serait nu, aurait besoin de protection et qu'il fallait trouver une sorte de protection minimale. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu une fois qu'on a mis en place les droits de l'homme? C'est que s'il n'y avait pas une nation pour défendre ceux à qui ils appartenaient, en fait, l'homme n'était défendu par personne. Et on a mis en place les droits de l'homme, et ce qu'on a vu, c'est les apatrides, ce qu'on a vu, c'est le massacre des Juifs, etc. Et donc, elle explique très bien en disant, le problème, c'est qu'un principe universaliste doit aussi être incarné pour pouvoir être défendu. C'est tout le paradoxe dans lequel on est. Du peuple. Non, mais le problème de cette vision universaliste, c'est que nous ne vivons plus à la même époque. Je m'explique. Quand la France fait la Déclaration des droits de l'homme en 1789, nous sommes le pays le plus peuplé d'Europe. On nous surnomme d'ailleurs la Chine de l'Europe. Il y a à cette époque-là eu 28 millions de Français. C'est pour vous donner une idée, en Angleterre, en Grande-Bretagne, aujourd'hui on est 60 et 60 en gros. Hein. À l'époque, ils sont 8 millions. La France a autant de population que la Russie, sur un territoire 10 fois plus grand. Donc c'est pour vous dire la différence. À l'époque, les Français pouvaient se croire universels, puisque justement, ils avaient la population la plus nombreuse. Et deuxièmement, ils ont eu très vite, au bout de quelques années, et encore plus avec Bonaparte, la meilleure armée du monde. Donc évidemment, quand on a la population la plus nombreuse et qu'on a la meilleure armée, on peut répandre les droits de l'homme partout. À partir du moment où, 2 siècles plus tard, on n'a plus une population de cette ampleur-là, et qu'au contraire, dans notre sud, on a des gens qui, de nouveau, sont, avec l'Afrique, en explosion démographique. Quand en plus, on n'a plus la meilleure armée du monde, là, les droits de l'homme, les fameux droits de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est les droits de l'homme pour les autres de nous envahir. C'est les droits de l'homme pour s'installer où ils veulent. C'est ça les droits de l'homme selon la définition de l'ONU, et c'est ça les droits de l'homme selon le Conseil constitutionnel. Vous comprenez, donc il y a le vice de l'universalisme. L'universalisme, c'est bien quand on est fort et puissant. L'universalisme, quand on est faible, c'est une arme qui se retourne contre nous. Il faut savoir ce qu'on veut. En fait, je vois pas du tout le monde comme ça. J'ai du mal à contrer. Je vous explique tout simplement pourquoi. Quand vous imaginez des gens qui arrivent dans un pays, il y a des gens qui peuvent arriver en France, et moi j'ai beaucoup d'amis qui viennent de pays étrangers, beaucoup de femmes d'ailleurs, et qui viennent chercher en France justement la quintessence même de l'esprit français et du génie français. Je pense qu'une femme, par exemple, comme Abnouche Chalmani, me fait bien plus honneur que des tas de femmes qui portent un nom peut-être parfaitement français, mais qui ne portent absolument pas haut les valeurs de cette France. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on est aussi un principe spirituel, on peut intégrer des gens venant d'ailleurs. Ce que je veux dire aussi, c'est que quand on n'est pas des nations ethniques, on est des nations qui se métissent naturellement. Et que le métissage, si on partage cet esprit commun, c'est plutôt quelque chose de bon. On a très bien vu que tous les peuples qui restaient complètement repliés sur eux-mêmes, dès qu'il y a un peu trop d'endogamie, dès que les gènes ne sont pas assez brassés, ça ne donne pas forcément de très très bons résultats. Aujourd'hui, si on avait une exigence, c'est pour ça que je tape beaucoup sur les politiques, si on avait une exigence politique d'assimilisation en disant, quand vous venez dans ce pays, voilà ce qu'on vous offre, voilà ce qu'on vous propose de partager, si vous ne voulez pas le partager... Vous dites qu'il ne donne pas de vision, de cap. Non mais il y a pardonnez-moi... Oui, ou même d'obligation, c'est en disant, voilà ce qu'est être français, mais ça peut se partager. Éric Zemmour. Il y a 2 choses, me semble-t-il. Vous avez cité Renan en début de notre conversation. Dans le même texte dont vous parliez, Renan explique, et il se moque des Allemands qui, à l'époque, on est en 1881, 79, je crois, le texte, ou 80, je ne sais plus. Il se moque des Allemands qui, à l'époque, ont une vision très ethnique, justement, exclusivement raciale de la nation. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit... C'est pour ça qu'on n'est pas complètement en désaccord. Toute grande nation est une nation métissée. La France, mais aussi, dès à l'époque, l'Allemagne. Il se moque d'eux. Il leur dit, mais vous savez, entre les Bavarois du sud, de l'Allemagne du sud, et les Prussiens du nord, vous n'avez rien à voir. Donc déjà, il se moque d'eux en leur disant, mais votre race pure, c'est du pipeau. On est en 1880, il n'y a pas d'Hitler, il n'y a pas tout ça. Vous voyez, c'est une discussion philosophique et politique. Donc je sais, évidemment, ce serait ridicule de dire qu'il n'y a jamais eu de métissage. Toutes les grandes nations sont le produit de métissage. Sauf que, c'est toujours la même chose. Il y a un métissage lent.
il y a un métissage qui se fait en fonction d'un mode de vie, qui adopte un mode de vie, qui adopte une civilisation, qui adopte une langue, qui adopte une conception des relations entre hommes et femmes, de civilité. Vous savez, toute la thèse de Claude Habib sur cet érotisme chatoyant qu'inventent les Français, qui est détesté et par l'islam et par le féminisme anglo-saxon. Comme ça, on a gagné sur tous les tableaux. Donc voilà, on est détesté par tout le monde, c'est parfait. Donc, si vous voulez, c'est tout ça. C'est la littérature. Je parlais tout à l'heure des grands écrivains, on a l'impression de discuter avec Chateaubriand. C'est ça, être français. À partir du moment, évidemment que c'est pas... Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a des gens, vous avez tout à fait raison, il y a des gens qui viennent d'ailleurs et qui s'approprient cette histoire-là et ils deviennent français. Sauf que là, vous avez le deuxième sujet que je veux aborder, c'est le nombre. C'est-à-dire une phrase que je cite tout le temps de Engels, vous savez, le grand copain de Marx, qui disait « à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité ». À partir d'un certain nombre, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, et bien là, tout explose. Et quand on a une autre civilisation qui vient sur le sol français, cette civilisation s'installe et s'impose et impose son ordre. Et qui n'est pas la civilisation française. Pour le coup, je vais redescendre de niveau. Je vais vous raconter ce que j'ai vu, moi, dans mes activités d'élu, justement, dans ces quartiers qui concentrent, en fait, ces populations-là. Très souvent, ce sont des populations qui sont plutôt acculturées et qui seraient assez ravis d'adopter... Qu'est-ce que vous appelez acculturés ? Ce sont des gens qui sont... par exemple, ça pouvait être très drôle. Vous avez, mettons, des Turcs venant de la capitale, arrivant dans certains endroits et vous disant « mais vos Turcs français sont vraiment très réactionnaires. Nous-mêmes en Turquie, on ne pense plus comme ça, etc. » Donc, on a toujours un décalage avec le fait que très souvent, celui qui part, c'est celui qui a le moins de moyens intellectuels et financiers pour rester. Donc, c'est souvent, il est d'une classe assez basse de la société. Il arrive en plus dans un pays étranger dont il n'a pas les codes, ce qui le rabaisse encore. Et donc, très souvent, il est en demande. Et cette demande, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de politique ni d'assimilation ni d'intégration faite par la France. Il n'y a pas eu d'exigence, il n'y a pas eu de formation. Ceux qui sont venus et ceux qui ont travaillé ces populations-là, ce sont malheureusement d'un côté les décoloniaux, autrement dit les militants de la race, et de l'autre côté, les islamistes. Et à un moment donné, ce travail que l'État n'a pas fait, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait ? Il ne l'a pas fait parce qu'il était dans une fiction. Ce qui s'est passé, c'est que quand, par exemple, des pays comme l'Algérie et le Maroc ont vu que leurs ressortissants, ceux qui venaient de gagner la guerre, repartaient chez l'ancien colonisateur, ça s'est très mal passé. Donc on a installé une fiction qui disait qu'en fait, les gens n'allaient pas rester, qu'ils ne faisaient que passer. Bien entendu, c'était faux. Mais du coup, on ne les a pas accueillis. Du coup, on n'a eu aucune exigence parce qu'ils n'étaient pas censés devenir citoyens. Pardonnez-moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, il faut bien comprendre que le général de Gaulle donne l'indépendance de l'Algérie pour justement qu'ils ne viennent pas en France. C'est sa fameuse formule sur « je ne veux pas que mon village devienne Colombey les deux Moscou ». Mais ça arrivera dès le lendemain. Non, ça arrivera dès le lendemain, mais il proteste. Perfit nous raconte que dès le Conseil des ministres de 62, il parle à ses ministres en disant « il y a tant d'immigrés algériens qui arrivent, il y a autant de naissances françaises, j'aimerais qu'il y ait moins d'immigrés algériens et plus de naissances françaises ». C'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire s'il ne fait rien, moi, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais si politiquement il ne fait rien... Attendez, j'ai pas fini. Elle insiste beaucoup sur le côté politique. Mais oui, mais elle a raison, mais je vais y arriver. Qu'est-ce qui se passe après ? Pourquoi vous dites on était persuadé qu'ils allaient repartir ? Pourquoi on était persuadé qu'ils allaient repartir ? Mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les républiques précédentes... Non, la France choisit de croire ça. Oui, absolument. Non, mais elle a raison. Elle a raison. Parce que sous la Troisième République et sous la Quatrième République, on les faisait repartir. Vous savez, je vais vous donner un chiffre très simple pour les Italiens. Il y a 3 millions d'Italiens qui sont arrivés entre 1870 et 1940. Ce sont des chiffres que je tiens de Pierre Milza, vous savez, le grand historien qui est mort il n'y a pas longtemps, qui était mon maître à Sciences Po. Et il en est resté 1 million. C'est-à-dire que les 2/3 sont repartis. On renvoyait les délinquants, on renvoyait les chômeurs, on renvoyait... Et ceux qui ne voulaient pas s'assimiler repartaient. Le problème en France, c'est qu'on n'a renvoyé personne. Au contraire, on a fait venir avec le regroupement familial. C'est le premier problème. Et deuxièmement, il y a le problème de la gauche, Madame Pina. Vos socialistes, à partir des années 80, ils renoncent
au modèle assimilationniste pour adopter le modèle multiculturaliste avec SOS Racisme. Je me souviens d'une interview d'Harlem Désir dans Libération, je m'en souviens encore, c'était au milieu des années 80, et qui disait « Avant nous, il y avait l'assimilation ou le renvoi », c'est exactement ce que je viens de dire. Or, maintenant, il n'y aura ni l'assimilation, ni le renvoi. Et là, on a inventé ce truc bidon qui s'appelle l'intégration et qui est en vérité un truc pour justement renoncer à l'assimilation. Je vous rappelle que les gens de gauche comme vous ne cessaient de dire que l'assimilation, c'était colonialiste, et qu'il ne fallait pas que les peuples qui viennent d'ailleurs se coupent de leurs cultures d'origine. Vous êtes coupable, madame, vous et les socialistes. Je connais les deux différences, intégration, assimilation. Moi, j'ai tendance parfois à employer les termes en les confondant. C'est ça le problème. Mais en vrai, ce que je veux dire sur cette question-là, c'est qu'en fait, cette intégration à ce monde commun, cette espèce d'élévation spirituelle qui fait que vous devenez citoyen, parce que c'est pas facile de devenir citoyen. Absolument. Respecter l'autre et l'accepter comme égaux, en faire un père, c'est très difficile. Donc cet effort que ça demande, vous m'avez, j'ai un peu perdu le fil du coup. Mais ce que disait que c'était la gauche qui était responsable, que vous étiez responsable. Je sais que Manuel Valls, par exemple, vous le tirez du lot. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, cet effort d'accession à la citoyenneté, il n'est pas inné. Et que vous soyez né de parents français ou né de parents étrangers, il va falloir quand même bosser un petit peu. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, nos propres enfants n'y acceptent pas ce niveau de citoyenneté. Qu'aujourd'hui, nos propres enfants ont beaucoup de mal à pouvoir dire ce qu'est la France. Donc, on ne va pas reprocher à des étrangers qu'à la limite, ils aient du mal. Madame, attendez, parce que on peut l'articuler. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de politique d'assimilation, il n'y en a pas eu. Une politique d'assimilation, elle est exigeante. C'est la gauche, Madame Pina. C'est la gauche. Oui, mais il faut le dire. Mais si vous voulez, moi, aucun souci. Mais je pense malheureusement que la droite n'avait pas fait grand-chose avant. Mais la droite, elle se couche toujours devant la gauche. Bon, c'est pas grave. En France, c'est comme ça. Tant pis. Le seul problème, c'est que ces populations qui sont arrivées là, on ne leur a pas donné les moyens de s'intégrer. Quand j'expliquais que c'était des gens qui étaient forcément sont les plus pauvres qui viennent ici. Arrêtez avec ce discours misérabiliste. Arrêtez. On leur a donné les moyens énormes. On a dépensé un argent fou. Écoutez, moi je peux vous dire... Écoutez-moi. Vous savez ce que... Non mais réellement, juste, je vous raconte ce qui se passe. J'ai vu accueillir un certain nombre d'immigrés qui arrivaient. On avait, ne serait-ce que la dernière fois, sur les migrants, un certain nombre de personnes sont arrivées. Ce qui leur a été donné, c'était 1 heure de cours de français aux enfants par jour, et c'est tout. Il n'y avait personne qui allait expliquer quelles étaient les règles de la République. Il n'y avait personne qui expliquait aux hommes comment se comporter par rapport aux femmes. Donc ces gens-là arrivaient chez nous, n'étaient accueillis. Je vous répète que le problème, c'est le nombre. Ces gens-là, on ne les a pas voulus. Ils se sont imposés à nous. On n'a jamais, on en a accueilli énormément. Depuis 40 ans, depuis le regroupement familial et depuis les lois, c'est maintenant les immigrés qui décident qui vient. Parce que c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Sous la Troisième République, sous la Quatrième République, sous le début de la Cinquième République, c'est pour ça que le général de Gaulle ne peut pas imaginer ce qui va se passer. C'est la France, c'est l'État qui décide qui vient, qui ne vient pas. À partir des lois sur le regroupement familial, ce sont les étrangers eux-mêmes qui décident qui y font venir. Mais ça change tout. C'est ça le problème. Ces gens-là, le peuple français n'en voulait pas. Il ne voulait pas les accueillir. On les a forcés. On leur a jamais demandé leur avis. Ils nous ont forcé la main. Quand vous nous dites on n'a pas fait d'efforts pour les intégrer, mais on a fait des efforts énormes déjà. Ça nous a coûté une fortune. J'ai envie de culpabiliser. Et attendez, j'ai pas fini. Deuxièmement, non, mais parce que c'est important. Vous dites, parce que j'écoute ce que vous dites. Vous dites c'était difficile pour eux de devenir citoyens. Mais moi, je leur demande pas de... c'est difficile pour tout le monde. Mais bien sûr pour tout le monde. Mais moi, je leur demande pas d'abord de devenir citoyen. Moi, d'abord, je dis que la plupart n'auraient pas dû être là. Deuxièmement, le problème, c'est que je leur demande pas d'être citoyens. Pas du tout. Je leur demande de faire comme les immigrés d'avant, c'est-à-dire les Italiens, les Polonais, les gens comme moi. C'est-à-dire, on devient français avant de devenir citoyen. C'est-à-dire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire acquérir une culture, s'approprier une histoire, apprendre un mode de vie. C'est ça, devenir français. Le problème aujourd'hui, c'est que personne ne veut devenir français. C'est pas le droit de vote. Comment ? La citoyenneté, c'est ça, c'est pas le droit de vote. Non, c'est pas la citoyenneté. La citoyenneté, c'est uniquement politique. Mais c'est notre différence. Si personne ne veut devenir français, pourquoi ?
Est-ce que vous ne croyez pas que, fondamentalement, quand on voit les hommes politiques que l'on a, qui ne sont pas capables d'être fiers de leur histoire, qui ne sont pas capables d'être fiers des principes que la France porte, qui ne sont pas capables de les faire respecter, qui ont même peur des mots qu'ils emploient, comment voulez-vous, à ce moment-là, tirer un peuple vers le haut? À un moment donné, on sait très bien, ce n'est pas du bas que passera cette exigence-là. C'est par le haut. Or, c'est le haut qui a renoncé à cette exigence. Et vous avez tout à Moi, fait je ne raison. suis pas prête. Mais vous avez tout à fait raison. Moi, je suis pas... Mais là, nous sommes d'accord. Sauf que les gens qui sont sur notre territoire aujourd'hui, la vraie question, vous savez très bien qu'il va bien falloir qu'on trouve des solutions ensemble. Oui. Donc, soit on trouve les moyens de les amener vers ce qui, pour moi, est vraiment ce qu'est la France, c'est-à-dire cet universalisme et cette exigence, ou alors, si on rentre dans des logiques séparatistes... Mais oui, mais nous y sommes déjà. Non, mais dans quel monde vous vivez? Honnêtement, nous sommes déjà dans des logiques séparatistes. Honnêtement, si on avait des hommes politiques qui étaient beaucoup plus fermes, qui étaient courageux et qui acceptaient, peut-être qu'on vivrait 10 ans de tension, mais je vous promets qu'aujourd'hui, on peut combattre tout cela. Une fois de plus, c'est la lâcheté qui rend puissants les islamistes. Ce n'est pas leur propre puissance. Mais ça, je suis d'accord. C'est la lâcheté de la République. Et je crois qu'on est un peuple aimable et qu'on pourrait être aimé. Non, franchement. Je pense que c'est trop tard. Je pense qu'il y a la logique du nombre que je vous ai développée tout à l'heure. Je pense qu'elle rend la situation impossible. Deuxièmement, je pense que nous sommes dans des logiques séparatistes déjà. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui sont devenus des enclaves étrangères. Et vous le savez très bien, parce que je connais un peu votre histoire. Vous avez fui Sarcelles, où mes grands-parents ont vécu. Donc on a connu le même Sarcelles. Aujourd'hui, c'est devenu invivable. Et vous le savez, puisque vous le fuyez vous-même. Donc il y a des logiques séparatistes. Ce sont des enclaves étrangères qui ne sont... On n'est plus en France. Quand vous nous dites, on peut ramener tout ça, non. Il faut prendre des mesures terribles pour à la fois... si vous voulez arrêter les flux migratoires, renvoyer certains et essayer de franciser les autres, comme disait le général de Gaulle. Ça aussi, c'est un mot qu'on n'emploie plus. Si on ne sonde pas les cœurs et les reins, je vous rassure qu'aujourd'hui, une des plus grandes puissances des islamistes, c'est lâcheté des politiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, devenir islamiste n'est pas coûteux, vous donne du pouvoir, vous donne du l'entre-gens et vous protège. Si devenir islamiste commence à être coûteux et vous le payez cher, je peux vous garantir que l'influence dans les banlieues, elle diminuera vitesse grand V. Céline Pina, vous êtes d'accord avec Éric Zemmour sur l'offensive idéologique islamiste? Oui, tout à fait. Vous êtes d'accord avec Éric Zemmour sur l'impuissance, on va dire, des pouvoirs politiques? Pourquoi est-ce que, sur ces sujets, pourquoi est-ce que vous ne faites pas front commun, tous les deux? Mais en fait, moi, j'ai pas... ce que je ne comprends pas, en fait, pour être tout à fait honnête, ce qui m'a vraiment beaucoup choqué, c'est l'opprobre auquel a à faire face Éric Zemmour, parce que j'estime que je ne pense pas pareil que lui, on l'a vu là dans cet échange, mais j'estime qu'il a tout à fait le droit de dire ce qu'il dit. Je ne comprends pas cette haine et ces menaces qui tombent sur des gens uniquement parce qu'ils osent dire ce qu'ils pensent profondément, alors qu'en face, il y a des gens qui disent mais des horreurs, qui les théorisent, qui les transmettent à la jeunesse et que face à cela, on se tait. Et ça me... Là, mon pays me fait mal quand il se comporte comme ça. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, je voudrais vous dire qu'il ne faut... D'ailleurs, c'est vos amis du printemps républicain qui font beaucoup ça, de mettre en opposition l'affrontement des identitaires. Il n'y a pas d'affrontement des identitaires. On n'est pas pris dans une tenaille identitaire selon vos propos. Il y a d'un côté, vous savez, il y a d'un côté, vous l'avez dit, des salafistes qui ont réislamisé de grandes populations et de nombreuses enclaves en France. Et de l'autre côté, il y a des gens comme vous et moi, qui essayons de sauver une certaine idée de la France. Donc pour moi, vous prenez... Moi, je veux un front commun, mais vous prenez... un maximum de temps avec moi. Sauver la France, sauver la République. Voilà, mais si vous voulez... Mais moi, je veux qu'on le fasse tous ensemble. Je pense que notre désaccord, c'est sur les moyens. Je pense que la République est complètement déconsidérée. C'est-à-dire qu'elle s'est tellement galvaudée, elle a tellement été dévoyée que ce n'est plus un sujet. Sans la République, quelle offre politique on a? Mais la France, ma chère. Merci. La France éternelle, Céline Pina et Éric Zemmour pour ce débat. Merci beaucoup d'avoir été présente. Fin de ce face-à-face. Excellente fin de soirée sur CNews. Tout de suite, un nouveau journal.